Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International. Nous sommes à Genève cette semaine, au siège d'une organisation peu connue du grand public, mais dont le rôle est pourtant crucial pour des milliards de femmes et d'hommes dans le monde. Il s'agit de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. C'est elle qui définit les droits fondamentaux des travailleuses et des travailleurs, le droit à la santé et à la sécurité par exemple, des droits qui sont menacés aujourd'hui à cause des grands événements que nous vivons, les guerres, celle en Ukraine notamment, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid qui n'est pas encore terminée, ou encore la numérisation de nos sociétés. Des événements qui modifient notre rapport au travail, qui transforment aussi notre manière de travailler. Quelle réponse apporter à ces événements? Quelles solutions trouver? Pour répondre à ces questions, nous recevons cette semaine le nouveau directeur général de l'OIT, Gilbert Humbo. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions cette semaine. Merci de nous accueillir ici, dans cette allée d'honneur de l'OIT, où sont alignés les drapeaux des 187 pays membres de l'organisation. Nous allons évoquer tous les sujets dont je viens de parler, et puis nous allons monter un peu plus haut dans quelques instants, retrouver Christophe Chatelot du journal Le Monde. Avant cela, et avant de vous entendre, Gilbert Humbo, voici, comme chaque semaine, pour commencer notre émission, notre instantané. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Un nouveau coup d'État au Burkina Faso, le deuxième en 9 mois, c'était en fin de semaine dernière. Quelle a été votre réaction, Gilbert Humbo, vous qui avez dirigé le gouvernement d'un des pays frontaliers du Burkina, le Togo? Écoutez, je suis très préoccupé, non seulement par ce coup d'État, par toute cette série de nouveaux coups d'État que nous connaissons dans la région. Nous avons le Mali, nous avons la Guinée, et le deuxième au Burkina. Et c'est préoccupant, la menace à la gouvernance démocratique, et aussi la question sous-jacente qui est la question de la sécurité. On va venir à la question de la sécurité dans quelques instants. Avant cela, quelles conséquences une telle instabilité politique peut-elle avoir sur le travail des femmes et des hommes dans ces pays et au Burkina, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit aujourd'hui? Et souvent, ce que nous constatons, ça c'est très bien documenté, ce qui paie le prix, c'est surtout justement ces femmes et ces hommes et ces enfants, malheureusement, qui sont au bas de l'échelle et qui déjà sont dans des situations souvent précaires et donc un impact direct. Ce que nous venons de voir aussi, c'est qu'il y a une attente de la population. Et tout ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a toujours le danger de cet écart entre les attentes et de l'autre côté, ce que tout gouvernement peut faire dans la réalité. Et est-ce qu'en amont, cette précarité nourrit l'instabilité et les violences? Et au-delà de ça, est-ce que ça nourrit aussi le recrutement des groupes extrémistes dans certains pays, dans certaines parties du pays? Surtout le fait que je suis convaincu que ça nourrit justement l'extrémisme et le populisme et aussi le recrutement de ces terroristes, hein, il faut bien se le dire. Et je ne veux pas être... vous savez, nous l'avons vécu, hein, et lorsque au petit matin, vous n'êtes pas sûr d'avoir le petit déjeuner, vous n'êtes pas sûr d'avoir un repas dans la journée, et que vous avez quelqu'un qui vient et qui vous offre un billet de 10 000 francs CFA et peut-être équivalent de 15 euros, et c'est énorme. Alors vous comprenez que le deuxième jour, bien la semaine qui suit, lorsque la même personne revient, essaie de vous parler, vous prêtez une oreille attentive. Ce qui veut dire que le travail est aussi un instrument de paix? Essentiel. Le travail, non seulement c'est la dignité, mais aussi c'est un instrument de paix et la lutte contre D'ailleurs, vous avez mentionné en passant les crises actuelles que nous vivons dans la géopolitique actuelle. Je suis convaincu que le travail, et un travail décent,
sera tôt ou tard aussi partie de la solution. On va parler du travail décent, on va parler aussi de justice sociale avec vous dans cette émission, Gilbert Ungbo. Une question encore sur le Togo. Le Togo, votre pays qui accueille l'ancien président burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a donc été destitué le week-end dernier. Ironie de l'histoire, il y a quelques années, en 2006 notamment, le Togo accueillait un autre ex-président burkinabé, lui était en exercice à ce moment-là, c'est Blaise Compaoré. Il s'agissait alors pour lui d'aider à trouver une solution à la crise politique que connaissait le Togo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela dit de la place du Togo en Afrique aujourd'hui? En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, d'abord, du moins en termes relatifs, je crois qu'en toute objectivité, le Togo vit une période assez stable, même si au niveau travail, au niveau coût de la vie, le Togo a les mêmes problèmes que la plupart des autres pays à faible revenu. Mais au niveau politique, je crois que le Togo est très bien placé pour jouer un rôle de médiateur et essayer de rapprocher et toujours à la recherche d'une solution plutôt que des confrontations qui ne servent, qui n'arrangent personne finalement. Oui, le Togo qui joue un rôle de facilitateur notamment dans la crise malienne. Donc vous diriez que le pays peut être épargné par les crises démocratiques que vivent les pays de toute la région? Personne, c'est ça le danger, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en général. On ne saurait dire qu'un pays est épargné. Et donc, il est essentiel de s'attaquer encore à la question du travail, notamment le travail des jeunes. Votre carrière, Gilbert Ungbo, ne se résume pas au Togo. Retour sur votre parcours, c'est le Focus d'International. Il est signé cette semaine, Anaïs Furtad, avec Séverine André. Le 25 mars dernier est un jour qui marque l'histoire de l'Organisation internationale du travail. Son conseil d'administration vous choisit comme directeur général. Un symbole fort, vous, Gilbert Ungbo, êtes le premier Africain à occuper ce poste. Votre choix répond aux aspirations d'un jeune Africain. Un jeune Africain dont l'humble éducation s'est transformée en une quête de justice sociale qui a duré toute une vie. Une quête, des aspirations qui ont forgé votre ambition, Gilbert Ungbo. Né au Togo il y a 61 ans, comptable de formation, vous avez gravi les échelons. Auditeur au Canada, directeur financier de la Banque internationale du Mali, puis secrétaire général adjoint aux Nations Unies pour le développement du continent africain, le président togolais Faure Gnassingbé vous nomme Premier ministre en 2008. Depuis 10 ans, vous êtes de retour à l'ONU. Jusqu'à la fin du mois dernier, vous présidiez le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Avant cela, vous aviez déjà travaillé à l'OIT. Vous vous occupiez alors des opérations qu'elle mène sur le terrain. Vous voilà désormais à la tête de cette agence spécialisée, la plus ancienne des Nations Unies. Une instance centenaire née du traité de Versailles, dans la foulée de la Première Guerre mondiale. Une instance dont l'une des missions, reconstruire une paix durable, est toujours d'actualité. Il n'y a qu'à regarder les zones de tension, les zones de conflit dans le monde pour s'apercevoir que la carte se superpose quelque part avec les zones de pauvreté, de précarité, d'absence d'emploi, de chômage. Pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, crise du coût de la vie, ces événements ont aussi de lourdes conséquences sur le marché du travail, profondément transformé. Cette situation pousse l'OIT à chercher des réponses. Faire avancer la justice sociale, favoriser un travail décent pour tous, voilà les principaux objectifs de votre mandat. Votre parcours, Gilbert Ungbo, pourrait être un atout pour les atteindre. En quoi votre parcours, Gilbert Ungbo, peut-il vous aider dans votre mandat ici à l'OIT, cette institution qui réunit finalement des représentants aux intérêts assez divergents, en tout cas a priori divergents, les employés, les salariés, les employeurs et puis les gouvernements? À ça, j'ajouterais que dans la catégorie gouvernement, il y a aussi les sous-groupes. Et donc ça fait effectivement une situation très exceptionnelle. Mais j'estime que c'est un prototype du monde, de ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, bon, sauf pour des cas d'élection, ici au BIT, le conseil d'administration ne vote jamais. Malgré cette divergence apparente et réelle parfois,
on arrive toujours à trouver un consensus. Et pour moi, la recherche de ce consensus, quel que soit le conflit, et donner une certaine primauté à la force du droit, à la force de la diplomatie, primauté au-delà de la diplomatie des armes. Et c'est ça qui manque. Et donc, je trouve que le BIT est un bon exemple, malgré les difficultés que ça engendre parfois. En 2008, l'année où vous étiez nommé Premier ministre, l'OIT a adopté une déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Est-ce qu'il y a un bilan à tirer de ça? Est-ce que vous pensez vraiment que cette déclaration a servi à quelque chose? Ah oui, elle a servi énormément d'abord à mettre et garder la question de la justice sociale au centre des débats. Et surtout a servi de référence à aux États membres, aussi aux partenaires sociaux, employeurs et travailleurs, et référence pour l'élaboration des normes, pour l'élaboration des politiques au niveau des pays. Mais par contre, je trouve qu'on n'a pas, ou du moins on aurait pu aller plus loin. 2008, 2022, donc ça fait à peu près 14 ans, on aurait pu aller plus loin. C'est pour ça que je dis, si le BIT, l'OIT en 1919 a été créé sur la base du principe pas de paix durable sans justice sociale, et 100 ans plus tard, il faut reconnaître que les débats demeurent toujours d'actualité. C'est pour ça que je fais de la justice sociale l'élément central de mon mandat. Quand on parle de justice sociale ou de travail décent, parce que ça va de pair aussi, et que vous dites que la justice sociale est une référence pour de nombreux pays, ce n'est pas forcément le cas. On pense notamment au Qatar dans l'actualité, le Qatar qui va bientôt accueillir la Coupe du Monde de football, ce sera à partir du 20 novembre. Difficile de ne pas penser aux ouvriers qui ont travaillé sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde et qui sont morts pour certains. Des conditions déplorables ont été documentées, dénoncées, et tout cela a poussé plusieurs villes en Europe à renoncer récemment à diffuser sur des écrans géants les matchs de la compétition. C'est le cas ici en Suisse, à Lausanne, à Vevey, c'est le cas aussi en France, Paris, Lille ou encore Lyon. Lyon dont le maire écologiste a donné il y a quelques jours les raisons de cette décision. Je ne vais pas engager un seul euro d'argent public pour cette Coupe du Monde. C'est une abomination sur le plan des droits humains, sur des vies qui ont été saccagées, qui ont été sacrifiées pour cette Coupe du Monde. Et puis aussi, c'est une aberration sur le plan écologique, puisqu'on va essayer de refroidir l'atmosphère. Vous êtes d'accord avec ce que dit cet élu français? Écoutez, d'abord de façon globale, la question de la santé, sécurité au travail. Une personne qui perd sa vie au travail, c'est déjà de trop. Soyons clairs là-dessus. Et nous savons qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a des problèmes au Qatar. Il faut quand même se dire, pas seulement au Qatar, et que ce soit dans la région, et ça remonte, je pense, à 2015, lorsqu'il y a eu cette plainte que les syndicats internationaux ont déposée au BIT ici. Mais depuis mon élection, évidemment, je reçois les briefings de mes collègues du BIT, et tout indique, il faut reconnaître que les 5-7 dernières années, le pays a fait énormément de progrès. Avoir le courage de le reconnaître, je pense que ça fait partie de la solution. En même temps aussi, avoir le courage de reconnaître qu'il reste beaucoup de chemin à faire. La stratégie maintenant, c'est la question. Est-ce que le boycott qui va pouvoir entraîner la poursuite des changements? Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que c'est une bonne réponse? Et le multilatéral que je représente, nous pensons qu'il faut toujours continuer plutôt à engager les autorités. Et ma position aujourd'hui, nous sommes en discussion. J'ai eu le plaisir d'avoir une longue discussion avec le président Infantino de la FIFA il y a quelques jours, et le ministre qatari du Travail aussi il y a quelques jours. Nous sommes tous d'accord
qu'il faut continuer à engager que l'État qatari voudrait bien que le BIT continue de travailler avec eux. Et je vais tout faire pour engager des discussions afin qu'on ait un programme solide pour continuer la réforme. Le problème que nous avons, c'est surtout, il y a eu quand même beaucoup de réformes en très peu de temps. Et maintenant, le problème qu'ils ont, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre de ces réformes, et parfois on peut être dépassé. Vous savez que le système de kafala a été aboli, la confiscation des passeports, et ça c'est derrière nous. L'un des problèmes majeurs qu'on avait, qui causait justement des décès ou bien des maladies, c'est en période de grande chaleur. Et donc, ils ont dû réaménager légalement les temps de travail. Mais maintenant, il faut mettre en œuvre toutes ces réformes. On va venir d'ailleurs à ces questions de grande chaleur. Christophe Chatelot. Oui, mais vous n'avez pas le sentiment d'être pris un petit peu en tenaille entre les Qataris qui disent qu'en fait tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes du travail, et les organisations de défense des droits humains qui ne font pas partie de cette organisation tripartite qui est l'OIT, qui, elle, dénonce encore des abus. On a dépassé peut-être l'esclavage moderne qui était dénoncé il y a 10 ans, mais la situation est encore très alarmante. Est-ce que c'est un bon message de dire bravo, vous faites beaucoup de progrès? Non, je ne dis pas bravo, soyons clairs. Je reconnais quand même qu'il y a eu des progrès. Je dis que c'est factuel. Et ne pas reconnaître, je trouve que c'est aussi un peu intellectuellement pas correct. Mais en même temps, je m'empresse pour dire, le fait de reconnaître qu'il y a eu des progrès ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il ne faut pas continuer. Et il faut toujours raisonner quelle est la meilleure approche pour provoquer le changement que nous tous, nous désirons. Et c'est ça le point. Parce qu'une fois le rideau tiré de la fin de la Coupe du Monde, le risque existe que les lois adoptées ne soient pas appliquées ou qu'on revienne en arrière. Ah non, effectivement, il faut dire que ça c'est un risque, c'est un risque que nous reconnaissons, sur lequel nous voulons travailler là-dessus. La situation que nous vivons aujourd'hui, et ce qui est aussi normal, il faut reconnaître, lorsque nous avons un événement majeur, comme la Coupe du Monde. C'est tout à fait normal qu'on utilise cette opportunité pour faire avancer des causes. C'est pour ça que je ne condamne pas nécessairement des organisations de défense auxquelles vous faites référence. Mais les problèmes que nous avons au Qatar, peut-être que le Qatar fait même des progrès plus que d'autres pays dont on ne parle pas. Dans l'actualité également, Gilbert Humbo, la Commission européenne veut bannir du marché européen les produits issus du travail forcé. Le travail forcé, c'est un des sujets importants aussi dont s'occupe l'Organisation internationale du travail. La Commission a pour cela présenté un projet de règlement, c'était il y a 3 semaines. Que pensez-vous de cette volonté de bannir de tout le marché européen les produits issus du travail forcé ? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Écoutez, en 2015, le BIT, justement, la conférence a adopté encore le protocole, justement, toujours pour renforcer cette lutte contre les formes modernes de l'esclavage et du travail forcé. Et donc, tout ce que l'on peut faire pour bannir le travail forcé, le BIT est d'accord avec. Comment on fait pour identifier ces produits qui sont issus du travail forcé ? La Commission dit qu'elle pourra s'appuyer sur le travail d'ONG. Est-ce que l'OIT pourrait apporter aussi son aide à la Commission européenne ? Oui, le BIT serait très disposé à travailler avec la Commission. Et il y a la Commission européenne, les Américains aussi, et bien d'autres pays ont une approche similaire. Évidemment, la mise en œuvre de tout cela pose, au fait, vous posez indirectement aussi, l'une des difficultés que nous avons, c'est le suivi de tout ce qui se passe dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a le travail forcé, le travail des enfants, la question de la santé et sécurité au travail, et surtout le fait, l'une des considérations des difficultés que nous avons, c'est que la plupart des normes aujourd'hui sont basées, au fait, on attend à ce que chaque pays ratifie et mette en œuvre des normes, alors que la problématique est de plus en plus transnationale là-dessus, et notamment dans la question du travail forcé et d'autres. Mais le BIT, déjà, nous travaillons beaucoup avec la Commission et la Commission européenne, et nous sommes prêts, nous voulons effectivement. D'ailleurs, la semaine du 10 au 14 octobre, il va y avoir un débat tripartite ici sur
une partie de la problématique. Ce côté, c'est l'économie numérique à laquelle vous avez fait référence au début. Mais nous avons eu aussi, au mois de septembre, je crois, une discussion, un groupe de travail sur la question des chaînes d'approvisionnement, justement qui intègre toutes ces considérations. Mais le travail forcé soit vraiment clair, il faut qu'on mette fin une bonne fois pour toutes. Mais comment aller au-delà des déclarations de bonnes intentions lorsque l'on sait que certains de vos membres sont peut-être moins égaux que d'autres ou pèsent plus lourd que d'autres, la Chine pour ne pas la citer par exemple, ou vous parliez de transparence. Est-ce que là, on n'est pas justement dans le domaine total de l'opacité, et est-ce que les limites de votre travail n'apparaissent pas aux frontières de la Chine? Oui, ça a été débattu à la conférence internationale du travail au mois de juin, avec des recommandations spécifiques, notamment le bureau. On nous a demandé d'organiser avec les autorités chinoises une mission technique d'ici l'année prochaine, justement en Chine, et nous allons évidemment travailler là-dessus. Mais vous posez un problème structurel et que je reconnais. Le multilatéralisme a ses limites parfois, et ça je le reconnais. Et parfois, aujourd'hui, bon, vous parlez de la Chine, demain c'est un autre pays. Et, bon, nous sommes obligés d'opérer dans cet environnement là-dessus. Parfois, cela nous empêche d'être aussi efficaces qu'on aurait souhaité, ou cela peut nous empêcher d'aller aussi vite qu'on aurait souhaité. Mais ce qui est sûr, on finit toujours quand même par maintenir le système, le mécanisme de contrôle du BIT. Pour moi, c'est l'une des meilleures dispositions que nous avons justement pour régler, contribuer au règlement de la question. Mais effectivement, le BIT à lui tout seul ne saura pas régler cette question. C'est pour ça que l'initiative des autres, la Commission, des autres États membres devient aussi, ces initiatives deviennent très importantes. Juste une petite parenthèse. Vous dites, Gilbert Humbo, BIT ou OIT. Quelle est la différence pour nos téléspectateurs ou nos téléspectatrices? Merci. L'OIT, effectivement, c'est l'organisation. Bon, le BIT, c'est le bureau, donc le secrétariat. Le secrétariat que je dirige. Et donc, au fait, je dirige le secrétariat, je dirige pas l'organisation. Bon, c'est un peu comme le secrétariat des Nations Unies et l'Assemblée Générale des Nations Unies. Voilà. Merci pour cette précision. Avant de parler de changement climatique, du réchauffement climatique qui a un impact majeur sur le travail aujourd'hui dans le monde, une autre question d'actualité est liée cette fois-ci à la situation économique. La directrice générale du Fonds monétaire international s'inquiétait avant-hier, jeudi, d'un risque de récession d'une partie de l'économie mondiale, à cause notamment de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qu'elle entraîne. Les prévisions ne sont pas bonnes de ce point de vue-là. Et les vôtres, Gilbert Humbo, les prévisions du BIT, quelles sont-elles pour l'emploi dans le monde? Écoutez, ce que nous avons constaté déjà dès 2021, une sorte de reprise, surtout lorsque nous mesurons en termes de nombre d'heures travaillées. Mais si globalement ça donne, ça nous encourage puisqu'il y a une reprise. Mais en fait, dès que vous regardez, vous commencez vraiment à dépouiller un peu les chiffres et les données, vous réalisez que vraiment cette reprise, elle est très disproportionnée. Ça, c'est un. Et ça ne me surprendrait pas, les pays du Nord étant effectivement, alors que bon, les pays du Sud, voilà, ils sont encore très très bas, ou pratiquement pas de reprise. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'une bonne partie de cette reprise, c'est dans l'informel. Et nous assistons, non seulement déjà, nous combattons, nous essayons d'améliorer la situation dans l'économie informelle. Je ne dirais pas que nous combattons, mais pour passer de l'économie informelle au formel. Mais au fait, la conséquence de la Covid, et malgré cette reprise, ce que nous assistons, c'est à une informalisation du formel qu'on avait. Et ça, c'est très préoccupant. Donc c'est une dégradation. C'est une dégradation en fait de la situation qui est masquée par cette reprise en termes de nombre de travail. Et si on regarde le début de cette année 2022, même cette reprise, on dirait qu'elle est en train de stagner en fait. Au-delà de la reprise, est-ce que vous craignez que des emplois soient détruits, autrement dit,
plutôt que des hommes et des femmes perdent leur emploi à cause de la situation économique actuelle, à cause de la dégradation de la situation économique actuelle dans certains pays. Le risque est là. Non, le risque est là, non seulement parce que la précarisation dont on a parlé au début, d'abord, mais au-delà de la perte des emplois en tant que tel, l'autre risque, c'est la dégradation de la qualité de l'emploi, et donc la question du travail décent, de l'emploi décent, là-dessus. Et c'est ça qui nous préoccupe. Donc il y a un effet double là-dessus. Alors, cette crise se traduit notamment par une augmentation de l'endettement d'un certain nombre de pays. Qui dit endettement dit parfois renégociation d'accords avec des instances financières internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Il y a aussi les accords commerciaux bilatéraux qui sont signés. Comment, dans ces grands cadres, s'assurer que la justice sociale est respectée Comment inclure cet élément dans des accords, dans des contrats qui sont essentiellement financiers? Voilà, et d'abord, et rester fidèle à ma philosophie que j'ai exposée tout à l'heure dans le cadre du Qatar, il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu des progrès. Il faut reconnaître qu'il y a eu des progrès. Si je prends par exemple l'accord Union européenne-Canada, et c'est vraiment la question sociale est bien intégrée. Si vous prenez les contrats chinois avec un certain nombre de pays africains notamment. J'en arrive. Et donc, ce que je veux dire, globalement, cette question de l'intégration du social dans les accords commerciaux, ça commence à bouger. Maintenant, et ça c'est un des casse-têtes que je vais avoir, il y a beaucoup à faire là-dessus. On n'est pas encore à ce niveau où est-ce que c'est presque automatique. C'est pour ça que j'appelle pour une coalition mondiale pour la justice sociale. Et l'une des composantes, justement, c'est d'amener les pays, les multilatéraux, bilatéraux ensemble, les institutions financières, l'OMC, la CNUSED et autres, à ce qu'on puisse s'entendre sur comment s'assurer que toutes les politiques, au niveau national et international, gardent la justice sociale au centre de ces accords. Et lorsque vous touchez certains pays, comme les accords Chine ou Afrique dont vous parlez, je pense que, ayant été au gouvernement, l'une des considérations fondamentales, je dirais, c'est la capacité de négociation des pays à faible revenu, la capacité à négocier les accords, qu'ils soient commerciaux ou purement financiers. Et cette capacité passe par quoi? Par l'Union? D'abord l'Union, mais d'abord le développement des capacités et aussi une sorte d'assistance technique là-dessus. On pourrait aller dans les détails, mais on n'a pas le beaucoup d'autres sujets. Vous savez, et la question de l'endettement dont vous parlez, et qui est un couteau à double tranchant, et à quel point l'endettement est utilisé comme un véritable instrument de développement, d'investissement productif. Et pas des investissements dans des gros éléphants blancs. Voilà. Et malheureusement, 50 ans plus tard, on a toujours cette problématique. C'est ça aussi le problème. Si c'est vraiment bien mûri et bien investi, c'est très bien. La question de la justice sociale que vous évoquez, Gilbert Humbo, elle est liée aussi au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un sujet qui devient de plus en plus important pour le travail. Les canicules, par exemple, de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes. On l'a vu, on est nombreux à l'avoir vu et vécu cet été. Travailler par plus de 40 degrés, c'est difficile, douloureux, dangereux. C'est ce que racontent notamment ces ouvriers interrogés il y a quelques semaines dans 4 pays différents. La chaleur est beaucoup plus perceptible cette année que l'année dernière. Le changement climatique s'aggrave d'année en année. Et la seule façon d'y faire face, c'est en réduisant les heures de travail. Ils ont de l'eau déjà qui est fournie. Ensuite, on aménage les horaires le plus tôt possible le matin, selon le chantier, si c'est habité ou non, s'il y a du voisinage. Et on sensibilise les chefs d'équipe pour l'exposition. On évite qu'ils soient torse nu, qu'ils aient un chapeau, une casquette. Voilà. En tout cas, on fait en sorte que chaque salarié puisse vivre ces périodes de forte chaleur le mieux possible. C'est très difficile de faire un travail physique quand on transpire autant. Si un travail prend 2 heures pour être terminé, en plein été, il nous faut 4 heures pour le faire. Je verse de l'eau froide sur mon corps. Je ne peux pas travailler si je ne verse pas d'eau.
car il fait très chaud et la température est de 47 degrés. Sans ça, je ne pourrais pas continuer à travailler. S'adapter avec des solutions, on vient de l'entendre, assez artisanales, j'ai envie de dire. Changer ses horaires de travail, on l'a entendu aussi. Est-ce que toutes ces solutions sont suffisantes pour lutter contre les effets du réchauffement climatique sur les travailleurs? Non, c'est pas suffisant. C'est clair, c'est pas suffisant. Que faut-il faire de plus? Écoutez, toute la question, d'abord ce que moi je salue, toute la question de la gestion du changement climatique, c'est que l'engagement politique international est quand même le momentum qui est créé, surtout depuis les accords de Paris, à la COP 21, et c'est très encourageant, même si les investissements ne suivent pas au point où l'on l'aurait souhaité. On ne cherche même pas ce qui est des nouvelles annonces, mais qu'on puisse concrétiser les annonces déjà faites. Donc, mais au-delà de cet engagement politique, il nous faut maintenant pousser les différentes parties, le gouvernement notamment, à mettre en œuvre au niveau des pays donateurs, mais aussi au niveau des pays bénéficiaires, les engagements que chacun a pris. Au niveau du BIT, c'est aussi la question plutôt de la transition justement au niveau des travailleurs, au niveau des emplois, passer de l'économie actuelle, de l'économie de carbone, à une économie décarbonée. À propos d'économie décarbonée, il est notamment question de moteurs électriques plutôt qu'utilisation des énergies fossiles. Et à ce titre-là, est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression qu'on revient au 19e siècle lorsqu'on regarde les conditions de travail dans les mines de cobalt d'un certain nombre de pays où on voit des enfants de 7 ans, 8 ans travailler. C'est le cas notamment en République démocratique du Congo. Le problème, c'est que la RDC, ex-Zaïre, fournit 70% du cobalt utilisé dans le monde. Et 30% issus de mines artisanales et donc du travail des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment... N'est-ce pas ce paradoxe-là aussi? Vous avez totalement raison. Et là, je trouve ça choquant. Je trouve ça vraiment choquant. Et c'est pour ça que je n'insisterai assez sur la question de la question des chaînes de valeur, au fond. Et il y a plusieurs problématiques. On a parlé du travail forcé, le travail des enfants. Ce sentiment, plus qu'un sentiment, peut-être la réalité de ces pas en arrière que nous faisons, c'est vraiment préoccupant. Et donc, je pense que tôt ou tard, il va falloir penser à légiférer et sur certains domaines, justement de la gestion des chaînes d'approvisionnement. Et c'est par là que passera la solution. Peut-être aussi au niveau même de l'environnement là-dessus. Le réchauffement climatique menace l'emploi dans certaines régions du monde. Une étude de l'OIT qui a quelques mois déjà montré qu'une hausse de la température mondiale d'1,5 degré d'ici la fin du siècle pourrait faire perdre l'équivalent de 80 millions d'emplois à temps plein d'ici 8 ans. Deux régions sont particulièrement exposées, l'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud, deux régions dont certains dirigeants ont fait part de leur colère cette semaine. Colère contre l'injustice climatique, c'est ce qu'a dit notamment le Premier ministre pakistanais, dont le pays, vous vous en souvenez peut-être, a été ravagé par des inondations d'une ampleur inédite il y a quelques mois. Que dites-vous de ces réactions officielles, donc, face à cette injustice climatique pour certains pays? Là-dessus, je ne peux que répéter et malheureusement, c'est pas la première fois que je le dis, donc c'est pas tellement nouveau. Factuellement encore, reconnaissons-le. Le Pakistan, on a vu ce qui s'est passé il y a encore quelques semaines au niveau des inondations. L'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, nous savons que cette partie du monde a contribué très peu à la situation que nous vivons aujourd'hui, mais ils subissent plus les conséquences. Et je dis avec beaucoup de respect, les pays, notamment de l'OCDE, qui ont contribué à cette situation, doivent honorer leurs engagements. C'est ça la question. C'est-à-dire aider les pays et aider les pays les plus touchés? Justement, dans la question
Ne serait-ce que dans l'adaptation, par exemple. Vous savez très bien que dans l'adaptation, l'adaptation reçoit 3% des investissements en matière de gestion des changements climatiques, ce qui est rien. C'est ça qui fait qu'un pays comme le Pakistan a des problèmes pour faire face à des situations telles que ce qu'on a vu. Christophe Châtelot l'évoquait il y a quelques instants, la transition écologique est nécessaire, est une réalité, l'adaptation dont vous parlez également. En termes d'emploi, comment vous voyez cette transition? Est-ce que c'est une chance, parce que ça peut créer des emplois, ou au contraire, est-ce que c'est une situation compliquée parce qu'elle en détruit aussi des emplois? En fait, ça c'est un débat, je pense que je vais recevoir beaucoup de mails après ça, et ça c'est un débat sans fin, et il y a les études ne sont pas toujours très, concordante là-dessus. Mais nous savons que globalement, il est bien évident aussi que il y a des nouveaux emplois qui se créent. Et la question, c'est de pouvoir amener les travailleurs à se former, que ce soit au niveau de cette transition ou l'adéquation de formation et demande du marché du travail. Et la question de la productivité, c'est là où je pense qu'il nous faut mettre l'accent afin de s'assurer que oui, s'il y a des millions d'emplois qui sont perdus, mais il y a aussi des emplois qui se créent. On sait aussi très bien, là je pense qu'il y a consensus, on sait aussi très bien que là où on risque de perdre plus d'emplois, c'est justement les emplois les moins qualifiés là-dessus. Donc il faut intégrer cette dimension dans la réponse. Mais globalement, nous savons que, évidemment, au niveau de la gestion de cette transition écologique et la transition numérique, c'est presque lié. Le fond, c'est la technologie. On va y venir. Voilà. Je suis désolé de revenir sur le continent africain, mais il est patent que l'économie africaine souffre d'une sous-industrialisation, sous-transformation de ses matières premières. Que faire donc dans ce cadre de transition énergétique? Est-ce qu'il faut imaginer que le continent saute une génération, passe directement de la sous-industrialisation à une nouvelle forme d'économie numérique? Ah oui, je me rappelle, il y a 3 ans, on a eu ce débat-là, 3-4 ans même, avec le président de la Banque mondiale. Et je pense qu'il y a du mérite à ce que vous dites. Je pense les économies africaines doivent sincèrement considérer à faire ce saut en temps. Mais est-ce réaliste? Mais pourquoi ça n'existe pas, ou bien pourquoi c'est lent? Et c'est la réalité sur le terrain. C'est la réalité sur le terrain. Je vous donne un exemple, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Avec la crise actuelle la crise des prix énergétiques, notamment le gaz russe vers l'Europe. Nous sentons que les Européens sont de plus en plus intéressés par le gaz de certains pays africains. Et justement, est-ce que cela encourage justement ce saut qualitatif? Et je m'arrête là. La question reste ouverte. Nous parlons de transformation, Gilbert Humbo. Le travail, ou plutôt la manière dont nous travaillons, change. Elle a commencé à changer, elle continue à changer profondément à cause de facteurs qu'on a commencé à évoquer aussi, le réchauffement climatique, la crise énergétique, la guerre, la pandémie de Covid évidemment. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette transformation? Pour moi, c'est la transformation numérique. Et surtout ce que nous avons vécu depuis les 3 dernières années, depuis Covid, là-dessus. Et je trouve cela fascinant. En fait, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Non, on a commencé à vivre ça déjà il y a des décennies. Ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré et nous devons prendre acte. Ça va continuer. Mais ce qui est important, c'est déjà d'anticiper les problèmes que nous avons. Et vous savez, nous, au niveau du BIT, on a des préoccupations. D'un côté, on veut capitaliser sur la flexibilité que cela représente à la fois pour les PME, à la fois pour les travailleurs qui peuvent avoir une meilleure organisation vie privée, vie professionnelle, mais en même temps, la précarisation que ça cause, le manque de protection sociale, et c'est des préoccupations majeures que nous avons. Des préoccupations
Quelles sont les réponses que vous allez y apporter, que vous voulez y apporter dans les 5 ans qui viennent pendant votre mandat? Écoutez, je pense qu'il nous faut que le tripartite, c'est-à-dire et le patronat, les syndicats, les gouvernements, il faut qu'on réfléchisse à la possibilité sincèrement de légiférer. Quand je parle de légifération, je parle d'idées de nouvelles normes ou recommandations ou bien peu importe, mais il nous faut agir. Dans quel domaine particulier, concrètement? Mais si je prends l'économie numérique par exemple, tous ces travailleurs en ligne, et bon, évidemment, on parle beaucoup de libéralisation de l'économie ou bien des services de livraison. À la limite, ça, on sait dans les pays, les territoires sur lesquels ils se situent. Et on peut, voilà, c'est un peu, voilà. Mais lorsque vous parlez de ceux-là qui travaillent simplement en ligne, et ils peuvent mettre des heures et des heures sans même s'assurer qu'ils respectent le salaire minimum du pays où est-ce qu'ils sont. Voilà, et voilà un domaine, à mon avis, qui paraît. Et il faut le faire d'une façon à préserver le côté positif, parce qu'il y a un côté positif de cette numérisation, un côté positif de cette... Voilà. Côté positif, côté parfois plus négatif, on en a parlé avec la précarisation. Il y a aussi un point commun dans cette numérisation de l'économie, numérisation du travail, c'est le travail solidaire, le télétravail. On se retrouve seul chez soi face à son ordinateur. Quand on est livreur Uber ou Deliveroo, livreur à domicile, on est seul avec son vélo ou son scooter. Le monde du travail à l'heure des grandes solitudes, c'est le titre d'un article du journal Le Monde la semaine dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, l'une des particularités du monde du travail, c'est la solitude, et avec tous les dangers, tous les risques que cela peut entraîner? Je me demande au fait si on a le choix. Au fond, c'est la question que je me demande. Moi, le fait de revenir à une situation... j'étais en Italie en 2019-2020. Donc, vous rappelez de la situation en Italie... Quand vous présidiez le Fonds international de développement agricole, et la Covid frappait énormément. J'ai passé 3 mois sans sortir de mon appart. Et donc, je sais très bien ce dont on parle là-dessus. Mais de l'autre côté, je me demande si véritablement on a le choix. Et ça va dépendre aussi des services que demande la population au fait. Mais en même temps, il nous faut voir les conséquences que cela crée et voir comment on peut compenser cela au niveau au niveau sociétal. Pas seulement au niveau du travail. Ça, c'est des questions en fait qui ont été abordées encore en 2018-19 ici au BIT, dans le cadre de l'avenir du travail, de l'avenir du travail qui crée ces problèmes en autant que ça crée aussi certaines opportunités. Alors, face à cette solitude, et quels services, par exemple, nous mettons à disposition? Et d'ailleurs, moi, au niveau même interne du BIT, je voudrais effectivement prendre l'initiative de tester certaines Quelles options. sont les pistes? D'abord, je crois qu'il faut quand même donner le maximum de flexibilité possible aux employés, et de travailler de la maison ou d'ailleurs plutôt que la forme classique. Mais en même temps, il faut aussi trouver une façon de préserver la productivité et les résultats attendus là-dessus. Je crois qu'il va falloir travailler avec les collègues de la santé publique. Je pense notamment à la mise à disposition de services de santé en matière de lutte contre la solitude et en matière de dépression. Et j'ai peur que ces problèmes de santé-sécurité au travail vont prendre une nouvelle direction, que ce à quoi on est habitué, santé de construction et voilà la chaleur et autres. Maintenant, ça va être beaucoup plus non physique. Une image à vous montrer encore, Gilbert Humbo, qui témoigne aussi de la transformation, et là vous allez voir, on va aller très loin du monde du travail, c'est celle de la présentation d'un robot. C'était en début de semaine en Californie. Optimus, c'est le nom de ce robot humanoïde de Tesla, qui doit accomplir des tâches répétitives à la place des humains, en tout cas c'est ce pourquoi il a été conçu entre autres. Une machine qui est encore en cours de développement, mais dans laquelle le patron de Tesla, Elon Musk, ne tarit pas d'éloges. Cela signifie un avenir d'abondance,
un avenir où il n'y a pas de pauvreté, un avenir où vous pouvez avoir ce que vous voulez en termes de produits et de services. Il s'agit vraiment d'une transformation fondamentale de la civilisation telle que nous la connaissons. Est-ce que c'est ça aussi l'avenir du travail, Gilbert Humbo? Et c'est ça aussi l'avenir du travail, et c'est ça aussi le défi que pose l'avenir du travail. Est-ce que vous allez devoir légiférer aussi sur, dans quelques dizaines d'années ou quelques années même, sur le travail des robots, de robots humanoïdes? Ah mais ce n'est pas exclure, ce n'est pas exclure. Et encore là, je voudrais être clair, lorsqu'on parle de légiférer, il ne faut pas voir ça négativement. C'est justement pour établir des règles de jeu, pour être sûr qu'on arrive à une situation d'équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental. C'est vraiment, pour moi, ce sont les trois piliers. Revenons un peu au présent. Une question sur un sujet qu'on a un peu évoqué, mais sur les inégalités salariales notamment, entre les femmes et les hommes. On connaît la situation, ça fait des années qu'on en parle. La situation s'améliore, mais elle n'est pas encore tout à fait réglée. Et puis il y a une autre inégalité que vous soulignez. Vous l'avez souligné dans une tribune que vous avez fait publier la semaine dernière, celle qui existe entre les cols bleus et les cols blancs. Pourquoi est-ce important, selon vous, de travailler sur ces inégalités salariales? Et puis, est-ce que finalement, ce n'est pas structurel de payer plus les cols blancs, donc les cadres, plutôt que les cols bleus, donc les ouvriers? Non, encore là, pour moi, c'est une question simple de justice sociale. Là-dessus, et tout ce que l'on peut faire pour combattre l'inégalité où qu'elle se trouve, vous allez toujours me trouver là. Et ça, c'est clair. Voilà, je sais de quoi je parle. Je viens d'un monde où est-ce que j'ai trop vécu des situations d'inégalité. Mais particulièrement cette question de 23% d'écart que nous avons toujours entre le salaire des hommes par rapport au salaire des femmes à travail égal, il n'y a aucune raison pour justifier cela. Voilà. Donc, à la limite, je dis encore, c'est une question sociétale. Et c'est pour ça que je voulais lancer un programme phare, justement sur la question de l'égalité, de la question du genre au BIT. Et maintenant, c'est la même chose. Et suivez un peu le développement de l'actualité des 10-15 dernières années. Et si on ne règle pas cette question de ces inégalités entre les cols bleus et les cols blancs, nous avons le risque sociétal au niveau de certains mouvements populistes que nous connaissons. Est-ce que cette classification a encore un sens, col bleu, col blanc? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une précarisation qui touche très fortement les cols blancs? Il y a aussi une paupérisation de oui, en fait, je vous l'accorde, vous avez raison. Mais par contre, ce que nous disons, c'est que lorsque vous avez un certain niveau de formation qui correspond aujourd'hui à la technologie, ce que nous venons de voir par exemple, les chances. Encore là, je reviens à la question de la capacité de négociation. Les chances de tirer parti pour vous-même, ces chances sont plus élevées que lorsque vous vous retrouvez dans une situation classique de col bleu. Mais en même temps, là où je dis que vous avez raison, cette précarisation est liée justement à cette question de dérégularisation, je peux me permettre, ou bien d'extrême flexibilité sur le marché du travail, frappe aussi les cols blancs. Ça, il faut vraiment se le dire. Il nous reste 5 minutes, Gilbert Humbo, dans cette émission. L'OIT est une agence des Nations Unies. Les Nations Unies sont très critiquées depuis des années. Elles l'ont été particulièrement cette année, à l'occasion notamment de la guerre en Ukraine. Elle a été accusée de ne pas avoir su prévenir ce conflit et encore aujourd'hui de ne pas savoir arrêter les combats. Qu'est-ce qui tourne pas rond aux Nations Unies? Vous qui connaissez bien cette institution pour y travailler depuis quelques dizaines d'années maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est une critique qui n'est pas nouvelle. Et elle me frustre, parce que oui, je suis un produit des Nations Unies, je l'assume. Mais il faut prendre au sérieux cette critique-là. En même temps, je pense que nous, du système multilatéral, nous avons aussi un devoir de pédagogie, un devoir d'explication. In fine, une organisation ne peut pas être plus efficace que ce que veulent les membres.
Sincèrement, n'oublions pas ça. Et il faut voir les attributions du secrétaire général des Nations Unies. Il y a des choses qu'il aimerait bien faire, mais tant que le Conseil de sécurité est bloqué, il ne peut le faire. Mais dans un monde de plus en plus éclaté, ça veut dire que le multilatéralisme sera voué à être de plus en plus inefficace. Sauf si. En fait, ce monde de plus en plus éclaté justifie la pertinence du multilatéral, ironie du sort. Le multilatéralisme est plus que jamais nécessaire, essentiel, sine qua non. En même temps, il nous faut redéfinir ses bases. Et quoi, sincèrement, si on prend la situation, juste une seconde, si on prend la situation aujourd'hui, le multilatéralisme a été bâti au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut accepter, il faut avoir le courage de redéfinir certaines bases. Mais justement, la redéfinition, la réforme dont on parle aussi depuis des années des Nations Unies, est-ce qu'elle vous semble possible quand on voit aujourd'hui que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont un droit de veto, ont du mal à s'entendre sur ce genre de questions? Est-ce que la réforme de l'ONU est possible? Elle est possible. Ah non, elle est possible. Et si ce n'est pas le gouvernement, c'est la société qui va l'exiger. En d'autres termes, les pressions de la société, à commencer par les 5 pays, les P5 comme on les appelle, le jour où l'électorat voudra vraiment de cette réforme, elle arrivera. Vous connaissez très bien les Nations Unies, on vient de le dire, Gilbert Humbo, et d'autres institutions internationales avec lesquelles vous travaillez. L'anglais est la langue la plus utilisée dans le travail entre ces institutions. Cela dit, il y a d'autres langues officielles aux Nations Unies, il y en a 6 en tout, le français en fait partie. Quel rôle joue le français, selon vous, dans ce multilatéralisme aujourd'hui? Est-ce qu'il occupe une place de plus en plus importante, de moins en moins importante? Quel constat faites-vous? En termes absolus, je dirais que la place du français, elle est demeurée intacte et peut-être même augmentée en termes absolus. Mais en termes relatifs, c'est vrai que l'espagnol a pris un peu le dessus. Peut-être pas la loi des nombres, il faut dire. Mais là où moi je suis très très confiant. Je ne pense pas, évidemment, le travail que fait l'OIF, justement, et TV5 et autres, y contribuent énormément. Je tiens d'ailleurs, si vous me permettez, de féliciter TV5 et les pays membres à cet égard. Mais globalement, au niveau des Nations Unies, je pense que les pays francophones, ça leur tient par cœur, on le sent, partout où je vais, partout où je suis, et je suis très confiant que ça va continuer. Dernière question, Gilbert Humbo. Avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'OIT est donc la 3e grande institution internationale dirigée par un Africain. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de la place qu'occupe l'Afrique dans le concert des continents plus que dans celui des nations? Écoutez, c'est d'abord... moi, comme Africain, et je suis généralement très 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 ému de voir qu'on arrive à occuper une place de plus en plus importante. Et ça veut aussi dire, lorsqu'on voit que ce soit Ngozi à l'OMC ou Tedros à l'OMS et singulièrement Gilbert au BIT, et j'ose croire que c'est quand même la préséance donnée à la qualité. Au mérite là-dessus. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est que l'Afrique, elle peut avoir raison, elle peut avoir tort, mais l'Afrique veut assurer et assumer sa place et sa responsabilité dans le concert des nations. Et d'ailleurs, j'ai dit, il y a eu pas mal de débats au lendemain du vote aux Nations Unies sur la Russie et l'Ukraine. Et j'ai dit, on peut être en accord ou en désaccord avec les pays africains, mais il faut arrêter de considérer les pays africains comme on le faisait dans les années 60. Voilà. Et ils veulent s'affirmer, ils veulent tracer leur propre chemin. Et c'est le reflet de tout cela. Merci beaucoup, merci Gilbert Humbo, merci d'avoir répondu à nos questions ici dans International, ici à Genève. Merci de nous avoir accueillis encore dans ce lieu. Merci à vous Christophe Chatelot du journal Le Monde et merci à vous de nous avoir suivis sur TV5 Monde. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.